Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet AgriTalk organisé par Planète A autour du thème quelles actions pour sensibiliser à l'approche One Health et recréer les liens entre monde agricole et monde urbain. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons quatre invités de marque que je vais présenter tour à tour et qui prendront la parole. Nous avons d'abord Jean-Michel Roy, qui est historien et ethnologue. Barbara Mauvillain, responsable des relations institutionnelles à la Fédération française des banques alimentaires. Inde Bendaoud, directrice des achats France et directrice des achats responsables du groupe Sodexo. Et Ariane Voyadzakis, responsable du secteur agroalimentaire à la direction de l'innovation de BPI France. Alors, donc, ce Tag Talk durera environ 1h30 avec 1 heure de débat et il y aura à peu près une demi-heure qui sera consacrée à d'éventuelles questions que vous pourrez poser sur le chat. Alors, cet AgriTalk donc va traiter de l'approche One Health. Alors, qu'est-ce que c'est que l'approche One Health? Donc, pour résumer un petit peu en quelques mots, c'est une approche pluridisciplinaire globale des enjeux sanitaires qui vise à expliquer qu'il y a une interdépendance des santé humaines, animales et végétales, d'où la nécessité de préserver la santé des animaux, des végétaux pour préserver la santé humaine et donc le besoin de recréer du lien entre monde urbain et monde agricole. Alors, pour commencer un petit peu ce débat, Jean-Michel Roy, donc vous êtes spécialiste de l'agriculture périurbaine et du commerce alimentaire, notamment en Île-de-France. Vous avez mené aussi des recherches sur les centres maraîchers français, sur l'histoire des assolements légumiers et des relations entre les villes et les campagnes. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu, nous expliquer comment aujourd'hui on arrive à ce besoin de recréer du lien et comment a émergé l'approche One Health? Alors, je vous remercie de m'avoir invité. Je ne vais pas me présenter davantage. Je crois que on touche là du doigt l'essentiel du problème, c'est que l'homme s'est peu à peu déconnecté de son environnement, déconnecté de la vie, déconnecté du vivant, mais déconnecté aussi de ses sols. On le voit aujourd'hui avec les effets du dérèglement climatique. Alors, au cours de l'histoire, l'homme a pu intervenir sur le milieu naturel, notamment par exemple pour assainir les sols lorsqu'il y avait des marais. Au nord de Paris, il y avait une très large zone qui s'appelle, qu'on a appelé les marais, qui ont été asséchés au XIIe, XIIIe siècle, qui ont été mis en prairies et qui ensuite ont servi aux maraîchers, à des maraîchers, à cultiver des légumes. Donc, ces terrains étaient naturellement humides et les légumes poussaient assez facilement. Des marais comme ça ont été assainis à Bourges, par exemple, au 7e, 8e siècle, et puis on a commencé à les cultiver au 17e siècle. On a des exemples autour de Paris au 19e siècle. Donc, en assainissant les marais, on réglait des problèmes de maladies qui pouvaient se développer, d'épidémies, et on produisait des légumes pour le marché local, que ce soit Bourges ou que ce soit Paris. Au cours de l'histoire, notamment au XVIIIe siècle principalement, il y a une question qui s'est posée sur l'état sanitaire des fruits et légumes que l'on mangeait et des épidémies que cela pouvait causer ou qu'elles pouvaient favoriser. Je vous donne un exemple. Il y a énormément d'arrêts du roi concernant la production des melons, puisque Louis XIII avait été malade en ayant consommé des melons qui étaient trop mûrs ou qui n'étaient pas sains. Et donc, on s'est mis à surveiller sur les marchés la qualité des fruits et légumes vendus pour éviter que des épidémies de dysenterie, voire de choléra, puissent survenir à Paris. On a même créé une police chargée de contrôler ces fruits. Pour certains qui sont amateurs de séries policières, Nicolas Le Floch, qui est commissaire à Paris, travaillait avec des inspecteurs de police. Et les inspecteurs de police, leur première mission, quand les postes ont été créés en 1721, c'était de contrôler l'état sanitaire des fruits et des légumes qui arrivaient à Paris. Aujourd'hui, la spécialisation agricole des régions est complètement contraire et va à l'encontre du concept One Health.
puisqu'on se concentre l'élevage dans certaines régions, on concentre le maraîchage ou l'agriculture dans d'autres. Cela amène à ce que on augmente la production de carbone en transportant les denrées, mais surtout, par exemple, tous les lisiers, tous les fumiers sont concentrés en Bretagne, ce qui cause des problèmes aux nappes phréatiques et à la mer, et on en manque ailleurs. Et je crois que d'ailleurs la question des sols et du manque de la chute du degré humique des sols va se poser de manière incroyable dans les années qui viennent, puisque le sol n'est plus capable de retenir l'eau. Très bien. Alors, justement, oui. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mouvement qui a fait disparaître l'agriculture de proximité et spécialiser les régions sur certains domaines agricoles? Alors, au XVIIe, XVIIIe siècle, vous aviez une production locale. Tous les produits qui étaient consommés dans les villes ne venaient pas forcément de la ville, mais pouvaient venir d'une agriculture interne. Il y avait des maraîchers dans les villes, que ce soit à Paris, à Bourges ou dans plein d'autres grandes villes, à Pézenas par exemple. Et beaucoup de fruits et de légumes venaient aussi de la banlieue proche, des villages voisins, de la campagne. Mais avec l'arrivée des lignes de chemin de fer, les campagnes ont été mises en concurrence les unes avec les autres. Ce qui s'est passé, c'est que le transport des passagers ne permettait pas de rentabiliser les lignes de chemin de fer. Donc, au XIXe siècle, dans les années 1880-90, les compagnies de chemin de fer ont cherché par tous les moyens à créer des centres de production de fruits et légumes un peu partout en France, là où il y avait une rente solaire, par exemple, dans le Midi, encourager la production. On choisit même des variétés qui supportaient le transport pour que des centres de production s'installent dans la vallée du Rhône, dans le Midi ou en Bretagne, pour produire des fruits et légumes qui seraient apportés quotidiennement aux halles de Paris. Et donc, cette mise en concurrence des différentes régions conduit toutes les régions à se spécialiser peu à peu. Ok, donc à faire disparaître un petit peu l'agriculture de proximité. Alors justement, aujourd'hui, on revient à ces modes de production plus locaux. Il y a une attente forte des concitoyens. Donc on va voir aujourd'hui avec trois exemples maintenant des initiatives vertueuses en faveur de relocalisation, davantage d'agriculture de proximité, davantage d'environnement, pour recréer du lien entre monde urbain et monde agricole, et aussi dans cette logique d'approche One Health. Alors, Barbara Mauvillain, de la Fédération française des banques alimentaires, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de ce que vous faites. Est-ce qu'en préambule, vous pouvez nous rappeler les missions des banques alimentaires ? Oui, tout à fait. Alors, les banques alimentaires, c'est le premier réseau d'aide alimentaire en France. On accompagne 2 millions de personnes quotidiennement. Et nos missions sont clairement définies par notre projet associatif. Et au cœur de notre mission, on trouve la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire qui sont associés ensemble. Notre deuxième mission, c'est de contribuer à l'amélioration de l'aide alimentaire, donc là au niveau des produits, afin de créer toujours du lien social à travers l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, en fait, c'est une porte d'entrée. C'est pas seulement aider les personnes sur ce besoin essentiel qui est celui de l'alimentation, mais c'est aussi les accompagner socialement. Et enfin, on a complété récemment notre charte des banques alimentaires suite à la crise Covid pour nous fixer comme objectif de répondre constamment aux évolutions de la société et inscrire notre action dans le cadre des objectifs du développement durable. D'où la cohérence avec notre sujet d'aujourd'hui de One Health, puisque nous, dans notre action d'aide alimentaire, on s'inscrit dans cette approche systémique du fait alimentaire qu'on retrouve bien dans cette approche One Health. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Comment vous mettez en œuvre le concept One Health au niveau des banques alimentaires? Tout à fait. Alors, pour ça, il faut revenir à la première mission dont je vous ai parlé, qui est notre ADN, qui est la lutte contre le gaspillage versus la lutte contre la précarité alimentaire. Et là, en fait, on a une triple approche qui correspond vraiment aux trois piliers de One Health. On a une approche économique. On sait que le gaspillage alimentaire en France, c'est toujours évalué à peu près 150 kilos par habitant par an. C'est 10 millions de tonnes au total. Ça représente en gros, si on monétise, c'est 159 euros par habitant en France. Donc, il y a un enjeu économique, un gaspillage. Ça évolue comment, ça, depuis ces dernières années? Est-ce que ça a changé?
Alors, on pourrait y revenir après, mais c'est vrai que la France est vraiment le pays en pointe sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à tous les échelons de la filière. Et effectivement, il y a déjà des progrès considérables qui sont faits. Même s'il y a un enjeu sur la quantification, c'est pas si facile que ça à comptabiliser, mais il y a plutôt une évolution positive. Donc, en tout cas, notre premier enjeu, c'est un enjeu économique. Le deuxième enjeu qui est lié à One Health, c'est l'enjeu bien sûr social, qui est au cœur aussi de notre mission de l'aide alimentaire, parce qu'il y a du gaspillage alimentaire et en face, on a un Français sur 10 qui est en difficulté, qui est en précarité alimentaire. En tout, on a 5 millions de personnes aujourd'hui qui vont à l'aide alimentaire régulièrement et à peu près 7 millions de personnes évaluées par le ministère des Affaires sociales qui sont en précarité alimentaire. Mais enfin, le dernier pilier, c'est le pilier environnemental. C'est qu'en luttant contre le gaspillage alimentaire, on lutte aussi contre en fait l'impact climatique. On estime que le gaspillage alimentaire, c'est environ 3% des émissions de CO2 en France. Donc, c'est tout à fait considérable. Et nous, on a mesuré l'impact du travail des banques alimentaires, c'est-à-dire que lorsque une tonne récupérée par les banques alimentaires n'est pas gaspillée, en face, on a 4 tonnes de CO2 évitées. Donc, on a vraiment un effet levier qui est tout à fait conséquent. Donc, nous, c'est dans cette démarche, avec cette triple approche, qu'on inscrit notre action dans le cadre de One Health et qu'on essaye de resserrer encore plus nos liens avec le monde agricole, agroalimentaire, de la restauration collective qui est ici présente, bien sûr, tous les chaînons de la filière sur lesquels il y a encore à progresser sur la lutte contre le gaspillage. Et nous, on le fait avec une visée, bien sûr, de solidarité qui est au cœur de notre projet. D'accord. Et vos missions, telles que vous nous avez décrites, ont évolué ces dernières années justement pour tenir compte des attentes nouvelles des personnes que vous servez, entre guillemets, ou de la consommation en général? Oui, tout à fait, parce que en complément de notre mission contre le gaspillage, vraiment la problématique, le problème public qui s'est imposé à nous, c'est celui de la prévention par l'alimentation, qui est un sujet tout à fait important. Et donc, nous, on fait un travail pour faire coïncider au maximum l'aide alimentaire aux distribués avec les recommandations nutritionnelles du programme national nutrition santé. Donc, je vous donne un exemple pour illustrer. On a fait un travail et on poursuit, on essaye de l'intensifier sur les fruits et légumes. C'est pas forcément le produit qui est le plus facile à récupérer, puis c'est un produit fragile, périssable. Et donc, on essaye de faire coïncider notre travail avec le programme national nutrition santé. Donc, il y a quelques années, en fait, notre part de fruits et légumes, c'était 18% de tout ce qu'on redistribuait. Aujourd'hui, c'est plus d'un quart. Et on tend vers l'objectif qui est à peu près de 30% du programme national nutrition santé. Donc ça, c'est un travail au quotidien qu'on fait avec les filières agricoles, avec la GMS, avec tous nos partenaires. Nous, on travaille vraiment en partenariat avec les filières agricoles. Et c'est un véritable enjeu parce que pour les personnes précaires qui viennent à l'aide alimentaire, la typologie, on a à peu près 19% qui ont des problèmes de surpoids, 16% qui ont des problèmes de diabète, 13% qui ont des maladies cardiovasculaires. Donc voilà, l'enjeu santé, c'est une vraie réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que les enquêtes qu'on mène montrent que les personnes en précarité, elles sont tout à fait conscientes de l'importance d'avoir une alimentation équilibrée. Et en fait, pour 60% d'entre elles, elles considèrent que l'aide alimentaire, ça leur permet de se sentir en meilleure santé. Donc nous, on cherche vraiment à répondre à cette attente, à les accompagner au mieux, également par des actions, par exemple, comme des ateliers cuisine. Nous, on a 4000 ateliers cuisine qui sont animés par le réseau Parents, et tout ce qui est la sensibilisation aussi des enfants, des mamans, des parents, pour gérer bien son budget, pour bien cuisiner. Voilà, c'est vraiment prendre l'alimentation comme un tout. C'est un levier universel, on est français, donc l'alimentation, ça a vraiment une place tout à fait particulière pour tout le monde, y compris pour les plus fragiles. Très bien. Écoutez, merci. Alors, on reviendra
je vous reposerai des questions pour préciser certains points plus tard. Je me tourne maintenant vers Inde Bendaoud, donc directrice des achats France du groupe Sodexo. Alors, même démarche un petit peu, donc à votre niveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez intégré l'approche One Health dans votre stratégie d'achat et comment vous essayez de vous tourner davantage vers les circuits courts, les produits locaux? Voilà. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc effectivement, peut-être pour déjà donner un petit peu de contexte sur les achats chez Sodexo. Donc moi, aujourd'hui, je suis en charge de l'équipe Achat France et des achats responsables pour le groupe. Donc si on se focalise sur l'équipe Achat France, donc en fait, nous sommes en charge de la gestion des approvisionnements dans toutes les denrées, matériel, équipements, pour tous les sites de Sodexo, quelle que soit la typologie de clientèle ou de convives, que ce soit de la restauration d'entreprise, de la restauration scolaire, des EHPAD, etc. Donc, on est amené à avoir une typologie de convives très variée à laquelle il faut s'adapter. Et nous avons 4000 sites en France, donc 4000 restaurants. Et un de nos objectifs est vraiment de rapprocher la production des denrées alimentaires que nous utilisons de nos sites. Donc, en fait, ce qui est important pour nous et la connexion très forte que je vois avec l'approche One Health dans notre politique achat responsable, c'est que nous souhaitons toujours travailler sur 3 grandes dimensions. La première, c'est la santé et le bien-être des convives. Donc, dans cette première dimension, on va retrouver tous les enjeux de nutrition, d'équilibre alimentaire, de composition des ingrédients, aussi tout un aspect de conseil et de pédagogie, notamment quand on est face à des publics scolaires. Donc, tout cet aspect-là est très important et nous, les achats, nous y contribuons par la qualité des produits que nous allons sourcer et on travaille en très fort partenariat avec notre direction culinaire qui va mettre en œuvre et puis construire les menus. Il faut savoir aussi que dans le cadre de Sodexo, quand on est par exemple en restauration scolaire, eh bien, il y a aussi un aspect social de la restauration, puisqu'on essaye de construire des menus qui vont donner un minimum, on va dire, acceptable, qui permettent de nourrir des enfants, quels que soient les autres repas qu'ils vont avoir par ailleurs. Donc, ces menus sont toujours construits par nos diététiciennes en ayant en tête qu'il leur faut les apports essentiels pour être en forme, voilà, sans tenir compte de forcément… Voilà, il va y avoir des situations très différentes selon les enfants sur le reste de l'alimentation. Le deuxième sujet qui est très important pour nous, c'est l'impact sur les communautés dans lesquelles nous sommes présents. Et dans cette dimension-là, on va retrouver, quand on est dans les achats, toutes nos relations avec nos fournisseurs, les producteurs, le monde agricole. On va retrouver tous nos travaux sur la relocalisation des filières. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour nous. Et également l'aspect achat inclusif, où on va s'assurer que nos processus d'achat restent accessibles, soient accessibles à des entreprises de toutes les tailles et très variées. Et donc, dans les achats inclusifs, on va intégrer des PME, des TPE, des ESAT, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et la réalité, c'est que si on ne fait pas certains ajustements, ces entreprises pourraient être écartées de certains appels d'offres ou consultations. Donc, on estime qu'il y a un besoin d'accompagnement de ce type de fournisseurs pour qu'on puisse les retrouver dans notre panel de fournisseurs. Et donc, par exemple, sur la partie achat inclusif, eh bien, on travaille dans le cadre d'un programme qui s'appelle Impact Plus, qui est un programme d'accompagnement de nos fournisseurs inclusifs et des PME. Parce qu'on souhaite vraiment qu'ils prennent une partie importante dans notre panel fournisseur. Et le troisième élément, ça va être tout l'aspect des impacts sur l'environnement. Donc là, on va retrouver beaucoup d'initiatives autour de l'économie circulaire, de la réduction du plastique. Le gaspillage alimentaire est une de nos priorités au niveau mondial. Donc la réduction du gaspillage alimentaire avec un programme chez nous dont on pourra reparler qui s'appelle Waste Watch, et aussi la valorisation des biodéchets. On a pris un engagement de réduire notre empreinte carbone de 34%, ce qui est plutôt assez, on va dire, ambitieux dans notre secteur. Donc, on sait qu'on a aussi beaucoup de choses à réaliser
en feuille de route impact carbone pour arriver à atteindre cet objectif-là. Et après, on va retrouver aussi tous les sujets autour de l'agriculture durable et notamment le bien-être animal ou le fait d'utiliser de manière limitée certaines ressources. Donc voilà, donc en fait, ces 3 dimensions sont très importantes. On forme nos acheteurs pour qu'ils puissent balayer ces différents sujets quand ils doivent prendre une décision sur une catégorie d'achat, quand ils doivent sélectionner des produits ou des fournisseurs. Parce que ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait toujours un arbitrage et une cohérence globale sur ces différentes dimensions et qu'on n'ait pas des partis pris où on va toujours, on va dire, pousser le curseur sur un élément, mais peut-être finalement faire un choix qui serait moins vertueux sur d'autres dimensions. Donc voilà, donc ça c'est un point qui est très important pour nous et c'est pour ça que cette approche One Health nous convient bien également comme démarche. D'accord, merci. Alors, on va revenir, je vous poserai des questions plus tard sur des exemples plus précis de ce que vous mettez en place. J'ai quand même une question avant de passer la parole à Ariane Vouyatzakis. Quand est-ce que chez Sodexo, en fait, vous vous êtes dit, on va passer aux achats responsables maintenant? Est-ce que ça a été progressif ou il y a vraiment eu un moment où ça a basculé dans une approche beaucoup plus durable et responsable? Alors, je pense que en réalité, dans l'ADN de Sodexo, dès le départ, il y avait certains fondamentaux qui étaient très forts, comme par exemple l'impact sur les communautés locales, le fait de faire travailler l'écosystème local avec des fournisseurs locaux. C'est quelque chose qui était écrit déjà dans la mission de Sodexo dès le départ. Et au fur et à mesure, on a pris les sujets, au fur et à mesure, et des fois de manière assez rapide. Par exemple, la politique produits de la mer durable, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plus de 10 ans. Et chaque année, on continue à renforcer nos efforts. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en revanche, ces dernières années, il y a vraiment une accélération de ces sujets-là chez nos consommateurs, chez nos clients, et vraiment une volonté de travailler de manière collective. Je dirais que peut-être ce qui a le plus changé, moi personnellement, ça fait 20 ans que je suis dans l'alimentaire, c'est vraiment le fait qu'on voit qu'il y a vraiment des chaînes qui se mettent en place avec beaucoup de cohérence globale sur des filières. Et en fait, on va voir de la production jusqu'au débouché, de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place. Donc, je dirais que ce n'est pas quelque chose de nouveau de travailler sur les achats responsables. En revanche, de mon point de vue, ce qui change, c'est le nombre d'initiatives vertueuses qui se développent avec une cohérence où on voit qu'il y a vraiment une volonté de structurer pour un impact plus grand. Et nous, on est vraiment très, très preneurs de ce type d'initiative parce qu'on trouve que là, on démultiplie notre impact. Nous, on contribue sur la partie sur laquelle on peut contribuer dans la restauration, mais le fait de se mettre en écosystème et en projet avec d'autres opérateurs des filières, on voit bien que ça nous a permis de démultiplier notre impact. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, Ariane Vouyatzakis, vous êtes directrice responsable du secteur agroalimentaire à la direction innovation de BPI France. Est-ce que vous pouvez peut-être en préambule présenter votre fonction? Parce que BPI France, tout le monde, je pense, connaît de nom, mais on ne sait pas forcément comment vous intervenez. Et est-ce que vous pouvez cerner un petit peu voilà, ce que vous faites? Et puis, je vous demanderai ensuite comment vous travaillez dans cette approche One Health et pour recréer du lien entre le monde agricole et le monde urbain. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Donc, effectivement, BPI France, c'est la banque publique d'investissement. On est le bras armé de l'État pour le financement des entreprises, pour le financement de la croissance et des projets d'investissement des entreprises françaises. Nous intervenons à travers différents métiers qui sont le financement bancaire, le soutien à l'export, les interventions en fonds propres, les aides à l'innovation. Donc, en particulier, moi, mon métier, c'est le soutien des entreprises en innovation. Donc, nous sommes opérateurs pour le compte de l'État de différents appels à projets et nous intervenons aussi en aide à l'innovation sur notre budget propre et en fonds propres auprès des entreprises pour accélérer leur croissance et leurs innovations.
Donc, sur le sujet One Health et plus généralement de l'agriculture, nos interventions se situent principalement au niveau des fournisseurs de l'agriculture. Donc, comment apporter de l'innovation à l'agriculture, des solutions innovantes. Donc, notamment, nous sommes opérateurs dans le cadre du plan de relance pour le ministère de l'Agriculture d'un plan en faveur de l'agroécologie. Donc, grâce à cette dotation du ministère de l'Agriculture, nous pouvons soutenir les équipementiers, les fournisseurs d'outils d'aide à la décision, les fournisseurs de biointrants, de nouvelles sources de protéines pour l'agriculture. Donc, on soutient cette innovation qui permet à l'agriculture d'être plus compétitive et plus respectueuse de l'environnement. Nous sommes aussi opérateurs de l'État dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Donc, on va entamer le PIA 4, un nouveau programme et prochainement, on va mettre en œuvre de nouveaux appels à projets pour le financement, soit des projets portés par des entreprises seules, soit des projets collaboratifs. On a une action forte qui consiste à fédérer différents acteurs autour de projets d'innovation, parce que l'innovation, pour relever les nombreux défis de l'agriculture, il faut être associé plusieurs compétences, que ce soit des startups, des coopératives agricoles, des instituts de recherche. Donc, autour de ces projets collaboratifs, s'associent différentes expertises, compétences pour mener des projets d'innovation. Je pourrais vous donner des exemples. Pour nous, One Health, c'est la santé des hommes par la santé des animaux, par la santé des plantes. Donc, nos projets portent sur la santé de toute la filière alimentaire, comment bien se nourrir et par des aliments sains qui sont produits en respectant l'environnement, en respectant les écosystèmes. Et le concept One Health a toute son actualité avec la crise Covid, puisque une des hypothèses de l'émergence du Covid, c'est que les chauves-souris, c'est la provenance du virus par les chauves-souris, dont l'habitat a été détruit avec la destruction des biohabitats, des forêts où habitent les chauves-souris. Celles-ci se sont amenées à se déplacer vers les villes et à véhiculer ce virus. Ça serait une hypothèse pour expliquer la pandémie actuelle, le Covid. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la destruction de la biodiversité est le prémisse de prochaines pandémies, l'émergence de nouveaux pathogènes qui sont jusqu'à présent réservés et enfermés dans des biotopes naturels, peuvent être amenés à l'homme par la destruction des écosystèmes naturels. Donc, c'est toute une actualité et l'innovation y contribue à relever ce défi pour une alimentation plus saine et une santé pour tous. Très bien, écoutez, merci. On voit que vous avez beaucoup de connaissances biologiques, voire agronomiques. On ne soupçonne pas forcément de la part de BPI France qu'il y ait ces compétences aussi pointues du monde agricole et du monde du vivant. Vous êtes toute seule à travailler sur ces missions d'accompagnement ou vous êtes conseillée, entourée par une équipe? Alors, BPI France, c'est 3000 collaborateurs. On a une représentation qui est essentiellement régionale. Donc, le point d'entrée pour les entreprises, ce sont nos directions régionales. Et nous sommes une petite équipe au siège, effectivement, moi, sur mon secteur agroalimentaire, à intervenir en expertise pour les équipes régionales ou pour les autres métiers de BPI France. Et bien sûr, on s'appuie sur des experts pour évaluer les projets qui nous sont soumis. Donc, on fait appel à des experts académiques pour évaluer le bien fondé technique des projets qui nous sont soumis. Ok, écoutez, merci. Alors, donc, on a vu avec vos 3 exemples que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de bouger vers davantage de responsabilité, de retour vers une agriculture de proximité, veiller à la santé des sols, à la santé des animaux et
du végétal. Je me tourne vers Jean-Michel Roy. Votre regard d'historien aujourd'hui, est-ce que on assiste à, et d'ethnologue également, on assiste à un retour de cette agriculture de proximité? Est-ce que ça peut être des cas un petit peu isolés ou c'est vraiment une tendance de fond? Et voilà, est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un petit peu tout ça éventuellement? Alors, pour prendre un exemple, on va prendre l'exemple de la capitale. On peut dire qu'au XVIIIe ou au XIXe siècle, les fruits et légumes provenaient d'un rayon 30, 40, 50 km autour, et que 90%, 95% des fruits et légumes qui étaient consommés à Paris provenaient de la région à la fin du XIXe siècle. Ce pourcentage, il n'a cessé de diminuer. Je l'ai expliqué, la concurrence des chemins de fer, mais pas uniquement, mais aussi une volonté politique d'élargir le cercle d'approvisionnement de Paris à la France. Et donc en 1913, par exemple, on va dire le taux de couverture régionale, il est plus que de 59%. Alors il remonte un peu à la faveur de la Première Guerre mondiale, autour de 70%, pour replonger ensuite. En 1937, il n'est plus que de un peu moins de 50%. À la faveur de la Seconde Guerre mondiale, la production régionale est relancée, donc les fruits et légumes sont produits dans Paris. On a tous en tête ces photos, même d'élevage dans les cages d'escalier. Et puis après la Seconde Guerre, c'est un effondrement. Aujourd'hui, le taux de couverture de Paris en fruits et légumes ou de Paris et l'Île-de-France, il est d'1 ou 2%. Chaque jour, il faut 12 000 tonnes de légumes et de fruits pour nourrir les Franciliens. 12 000 tonnes, c'est beaucoup. Jusque dans les années 2010, ces questions-là n'intéressaient vraiment pas grand monde. Relocaliser la production autour de Paris, il y avait bien le mouvement Slow Food qui était né en Italie, on commençait à parler un peu des locavores, mais la problématique était quand même pour des collectivités territoriales, des communautés d'agglomération, était quand même assez insurmontable, c'est qu'on avait bétonné tous les sols agricoles autour des grandes villes et que donc on comptait beaucoup plus sur les importations de fruits et légumes provenant d'Espagne ou des Pays-Bas que sur le maraîcher du coin qui n'existait plus. Et donc, à partir des années 2010, il y a eu une prise en compte, des projets sont lancés, notamment la ville de Paris, qui s'est mise à réfléchir sur cette question-là, à organiser des colloques, à organiser une réflexion sur la relocalisation de la production. Et puis, il y a d'autres communautés Alors, c'est surtout un cadre régional. Il y a même des collectivités qui sont dotées de plans locaux d'agriculture, donc ils sont passés par une planification, puisque après avoir planifié la disparition des terrains agricoles, on planifiait leur maintien ou en tout cas la conversion. Donc aujourd'hui, par exemple, le Grand Paris, c'est l'ancien département de la Seine, c'est les départements de la petite couronne, c'est 2000 hectares d'agriculture en tout genre, et il y a un plan aujourd'hui pour passer d'ici quelques années à 5000 hectares, donc relocaliser une production. Il y a certains départements français aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques agricoles sur le maraîchage, c'est un véritable désert. Il y a des départements qui sont passés en un siècle de 2000 hectares de maraîchage à zéro. Il n'y a quasiment plus aucune production locale. C'est navrant. Donc on peut dire parce qu'il n'y a plus de sol, mais aussi parce qu'il n'y a sans doute pas de marché. Je prends un exemple, à la fin du 19e siècle, on cartographie le rendement du sol maraîcher en France. Le département où l'hectare maraîcher rapporte le plus, c'est Paris, c'est 18 000 francs. Si on convertit en euros aujourd'hui, c'est 100 000 euros. Donc un hectare de terre agricole dans Paris rapporte 100 000 euros. Le deuxième département, derrière Paris, c'est la Marne. Et la Marne, c'est 2000 francs de l'époque, c'est-à-dire 9 fois moins. Et si ce département, si la terre agricole produit autant dans ce département, c'est qu'il y a plein de petites villes dans ce département, Reims notamment, qui ont des ceintures maraîchères et où les producteurs sont très près du marché et donc vendent leur production directement. Quand on spécialise les régions, quand on éloigne la production, un producteur du Midi, dans le Midi, il y a 4000, 5000 hectares de production maraîchère, par exemple, dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est parmi les terres qui ont la moins bonne rentabilité. C'est-à-dire que sur le prix de vente, lorsque ce produit sera vendu à Paris, il n'y aura même pas un tiers du prix de vente qui reviendra au cultivateur. Alors qu'aujourd'hui, un producteur d'Île-de-France, s'il vend lui-même sur les marchés, 80 à 90% de ce qu'il va vendre, du prix de sa vente, va lui revenir et n'ira pas chez les intermédiaires.
Donc, il y a ce problème, il y a des départements où il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de porteur de projet, et puis il n'y a pas de demande non plus, il faut accepter de payer un petit peu plus cher. Et puis les petites villes ont perdu, donc il y a des zones commerciales, des hypermarchés où on trouve tout ce que l'on veut, et pas forcément, on n'a pas forcément envie ni besoin de produits locaux. Alors, vous parlez justement de la Marne, donc ça me fait penser à la Champagne. Petite parenthèse, en fait, qu'est-ce qui a fait que cette région, ce département, s'est spécialisé et a perdu ses cultures maraîchères, en tout cas, oui, il les a quand même bien perdues par rapport à d'autres. Alors, c'est assez amusant parce que quelquefois, donc, quand on lit la littérature du 19e siècle, alors moi je suis un historien, hein, je lis des archives, des bulletins de sociétés d'horticulture ou autres, et quelquefois, dans un bulletin, on me dit « Ah, mais à Troyes, par exemple, on produit beaucoup de légumes, il y a beaucoup de maraîchers parce qu'il y a beaucoup de chevaux, il y a une gendarmerie avec beaucoup de chevaux, il y a beaucoup de fumier, et donc s'il y a beaucoup de fumier, il y a beaucoup de maraîchers. » Ça, c'est quelle époque, ça? Pardon, c'est fin 19e. D'accord. Provins, c'est pareil. Et Paris au 19e siècle, c'est 100 000 chevaux. Et avec le fumier, tout à l'heure, je parlais de la baisse du degré humide des sols. C'est-à-dire qu'à force de ne plus mettre de fumier de vache ou de ne plus laisser des animaux pâturer, on ne réenrichit pas le sol avec de l'humus. Et un sol qui a perdu son humus, c'est comme une éponge qui aurait perdu toute capacité à retenir l'eau. Donc, quand il pleut, l'eau ruisselle, et c'est aussi une terre qui ne retient pas du tout ses sels minéraux. Donc tous les sels minéraux sont lavés par la pluie ou vont directement dans les nappes phréatiques, tous les problèmes de nitrate qu'on retrouve de pollution dans les nappes, et puis de ruissellement. Tout à l'heure, on parlait avant l'antenne, on disait qu'il faisait un peu doux au mois d'octobre, mais les maraîchers du Var, ils se disent, tant qu'il fait doux dans le Var, la terre ne va pas trop se compacter, et s'il pleut, s'il tombe comme il n'y a pas longtemps 30 cm d'eau, la terre va être capable d'en absorber une partie. Alors que s'il fait un peu plus froid, si la terre est plus tassée, l'eau va ruisseler, va aller dans les petits ruisseaux qui vont se transformer en torrents, et ça va provoquer les catastrophes naturelles que l'on voit depuis quelques années et qui vont s'intensifier. D'où la nécessité de préserver la santé des sols, en fait, pour avoir une agriculture diversifiée, hein, c'est ça? Oui. Et la santé des sols, ça permet aussi d'avoir des légumes qui sont plus sains, qu'on n'a pas besoin de traiter. La vigne, si vous la nourrissez tout le temps avec de l'engrais et vous la traitez tout le temps, elle n'est plus capable de se défendre toute seule. C'est pour ça que certains soignent les plantes avec soignent la vigne avec des plantes ou suivent les rythmes de la lune. Et ces plantes sont plus robustes, donc moins d'intrants, c'est meilleur pour le consommateur. Les vins n'en est que meilleur. Alors, avant de passer la parole à Barbara Morvillain, j'avais encore une autre question à vous poser. Ce retour à l'agriculture urbaine que l'on voit un petit peu fleurir dans certaines grandes villes, je pense à Paris, agriculture sur les toits pour justement faire des fruits et légumes. Est-ce qu'aujourd'hui, alors il y a du soutien public pour faire ça, il y a aussi beaucoup de communication. Est-ce qu'aujourd'hui c'est anecdotique à votre avis ou ça peut vraiment demain assurer une partie des besoins ou c'est vraiment marginal en fait? Alors, en 2012, la ville de Paris m'a demandé d'organiser une exposition au parc de Bagatelle qui s'appelait « Savez-vous planter les choux ?» Une très belle exposition, la ville de Paris a mis de très beaux moyens. Et lors de l'inauguration, il y avait un peu une querelle entre la région Île-de-France qui soutenait la production des légumes dans les champs et la ville de Paris qui voulait promouvoir la culture des légumes sur les toits. Et en tant qu'historien, je leur ai rappelé que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Le maraîchage qui s'est développé à Paris à partir du XVIIe siècle et principalement au XIXe siècle, c'est une agriculture qu'on appelait capitaliste, c'est-à-dire on cultivait dans la ville avec un énorme investissement en capital. On investissait dans du matériel. Ce n'était pas une agriculture technologique, mais c'était une agriculture technique. On utilisait les murs, on utilisait beaucoup de verre, on utilisait les produits de l'industrie, et c'est ce qu'on avait appelé une agriculture industrielle. Une très petite surface où on était capable de produire énormément. Imaginez qu'on puisse produire 250 tonnes de légumes à l'hectare, 25 kilos de légumes au mètre carré. C'est les rendements des maraîchers parisiens au 19e siècle, au 20e siècle, on appelait ça des fabriques à légumes. Donc cette agriculture-là, dont aujourd'hui l'agriculture sur les toits, l'agriculture telle qu'elle est même dans les containers, elle est liée, elle est en lien avec cette histoire-là. Elle n'est plus technique, elle est technologique aujourd'hui parce qu'on est passé à un degré au-dessus. Et puis, il y a toujours une agriculture qui avant était une agriculture rurale où on faisait pousser des légumes dans les champs, mais ce n'était pas uniquement ça, c'est-à-dire qu'on utilisait aussi, par exemple,
Croissy était réputé sur ses carottes parce qu'on produisait des carottes le long de la Seine. Le climat de la Seine faisait, et la qualité technique, la qualité des semences faisait qu'on était capable de produire, par exemple, des navets en moins de 2 mois, et des navets qui étaient succulents. Ils arrivaient à produire navets, carottes, poireaux sur la même parcelle en une saison. Ce qui fait qu'une toute petite zone de production de 200 hectares produisait comme une autre zone où on faisait en extensif une seule récolte de légumes, et ça équivalait à 500 hectares de production. Donc, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas anecdotique, c'est un mouvement historique. Est-ce qu'on arrivera à produire autre chose que des fleurs, de la menthe, des choses légères, faire pousser une betterave ou une carotte en 5-6 mois sur un toit, est-ce que c'est rentable? C'est ça. Pas forcément. Voilà. Mais moi, je suis pour les utopies. Et à un moment donné, je travaillais sur un projet de musée horticole d'Île-de-France, à La Courneuve, dans la plus grande ancienne plaine légumière. Et je rêvais d'un musée où on aurait un musée à moitié enterré, où on aurait cultivé sur le toit et où un cheval avec une charrue serait passé sur le toit. Vous voyez, ce n'était pas le hussard sur le toit, c'était le cheval de la bourre sur le toit. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Ça fait rêver les gens. Est-ce que ça les nourrira demain? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bon pour la santé? C'est forcément sain, parce que si c'est cultivé sur des substrats forcément sains d'un point de vue biologique et autres. Est-ce que c'est bon d'un point de vue énergétique, gustatif et autres? Je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, c'est un rêve pour pas mal de personnes, mais c'est aussi concret. Hein. Il y a vraiment une attente de consommateurs de plus en plus. Alors, Barbara Mobilin, vous nous avez expliqué que les banques alimentaires travaillent de plus en plus dans cette optique-là, de resserrer du lien avec le monde agricole. Comment vous travaillez aujourd'hui sur le terrain pour diversifier vos achats, aller vers davantage de produits agricoles locaux? Vous nous avez expliqué que les banques alimentaires étaient un réseau avec une tête à Paris et puis donc après donc des antennes dans des départements. Comment tout ça s'articule pour diversifier les achats et faire des achats davantage responsables? Oui, alors les dons. Aussi. Tout à fait, exactement. Parce qu'effectivement, je vais y revenir, notre modèle initial était celui et reste celui du don, mais en lien notamment avec la crise Covid et aux difficultés de désorganisation des chaînes alimentaires et d'augmentation de la précarité alimentaire auxquelles on a dû faire face, on a pour la première fois procédé à des achats de produits agricoles et alimentaires depuis un an, ce qui est un nouveau métier et une nouvelle façon de construire des liens. Donc, la crise Covid a quelque part révélé et accéléré la nécessité de renforcer nos liens avec les filières alimentaires. Ça a pu être fait notamment grâce au soutien et à la coopération des collectivités locales, au premier rang desquelles les conseils régionaux, qui ont choisi dans leur très grande majorité de travailler avec les banques alimentaires pour acheter des produits agricoles locaux, donc locaux au sens large, au sens de la région, et pouvoir approvisionner ainsi les réseaux d'aide alimentaire. Nous, le grand avantage qu'on a, c'est qu'on a un maillage territorial très proche du territoire et des filières agricoles. On a 79 banques alimentaires, 110 implantations en tout. Donc, on est vraiment au plus près des territoires. On a à la fois un gros réseau macro, je vous ai dit, 2 millions de personnes accompagnées, mais aussi on est un réseau très fin dans les territoires. Et donc, on s'appuie sur ce réseau, cette implantation, pour construire des liens avec les filières agricoles. Donc, ça a été fait pendant le Covid par notamment les programmes qui ont été co-construits avec les conseils régionaux. On monte de plus en plus des opérations avec le monde agricole. Donc, par exemple, on a monté la bannière Les agriculteurs ont du cœur et on a pu, lors des grands salons agricoles de rentrée, Châlons-en-Champagne, le SPACE et le sommet de l'élevage, monter des opérations de dons avec des grands acteurs que sont Vivesia, Lactalis et Sodial. Mais au-delà, ce qu'on veut, c'est aussi construire des projets avec le monde agricole et agroalimentaire. Par exemple, travailler ensemble sur la précarité en milieu rural, qui concerne aussi en partie le monde agricole. Travailler à des outils communs, comme des ateliers de transformation. C'est ce qu'on fait en ce moment avec le réseau des CUMA, sur lequel on est rassemblé autour du projet Catalyseur qui a été retenu par France Relance. Donc, au-delà du don,
au-delà de l'achat qui est une nouveauté, nous aussi, on veut co-construire des projets avec les filières agricoles et agroalimentaires. D'accord. Est-ce qu'il est possible pour les gens qui nous écoutent de quantifier ce que représente aujourd'hui votre offre en termes de produits locaux par rapport à ce que vous aviez avant? Comment ça a évolué dans le partage un petit peu? Est-ce que c'est possible Alors, je peux vous répondre en termes de source des produits et pas forcément du local lui-même. En tout cas, nous, sur les grandes masses de produits qu'on récupère et qu'on redistribue, la première source reste la grande distribution, mais c'est un partenaire qui a un petit peu diminué. On était à 43% en 2018, on est aujourd'hui à 38%. Inversement, le monde agricole et agroalimentaire, lui, est passé de 43 à 35%, donc de 30 à 35%, donc a augmenté légèrement. On voit qu'il y a un rééquilibrage entre les deux mondes. Et puis, notre autre source importante pour les banques alimentaires, c'est la grande collecte nationale. Donc là, c'est notre rendez-vous annuel avec les Français. Vous devez connaître quand vous allez dans votre supermarché fin novembre. Voilà, vous pouvez faire le choix de donner un produit à la banque alimentaire. Ça, c'est 10%. C'est très important parce qu'en 3 jours, c'est 10% des ressources. Est-ce que les Français donnent des produits plus locaux ou pas? Alors, cette année, on a choisi justement comme ligne directrice de la grande collecte une alimentation vraiment diversifiée. Voilà, on a essayé de flécher ça. Après, vous savez, nous, on est dans le pragmatisme, on aide des personnes en difficulté et donc dans la complémentarité des modèles. On n'est pas, on est réaliste, on doit accompagner 2,1 millions de personnes, donc on sait qu'on va pas donner que du bio à 2,1 personnes, ça n'aurait aucun sens. Donc en fait, on est dans un domaine où on diversifie, c'est le mot clé qu'on a employé ensemble, et on s'inscrit en fait dans les filières agricoles agroalimentaires telles qu'elles existent aussi aujourd'hui. Mais effectivement, cette diversification, ça va aussi être une ligne forte de la grande collecte qui va avoir lieu juste dans un mois. D'accord. Inben Daoud, vous nous avez parlé tout à l'heure au niveau de votre politique d'achat responsable. Vous avez mené de nouveaux projets en faveur notamment de leur relocalisation de certaines cultures, favoriser les circuits courts. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Je crois qu'il y a des exemples notamment dans la région parisienne et dans le Grand Sud. Comment ça se passe et sur quelle filière? Oui, alors j'ai plusieurs exemples que je peux partager. J'ai deux notamment en tête. Un sur les légumineuses, qui est une catégorie qui nous intéresse beaucoup à plein de titres. Et aussi un projet de relocalisation d'une filière de blé dur bio en Île-de-France. Alors sur la partie des légumineuses, c'est déjà un ingrédient qui nous intéresse beaucoup. Par rapport à la première dimension sur la diversification des protéines. Aussi, en général, les légumineuses ont un apport vraiment intéressant pour la santé des sols. Et en regardant nos filières d'achat, on s'est rendu compte qu'en France, globalement, beaucoup de ces produits-là étaient importés. Notamment, par exemple, les lentilles qui sont importées du Canada. Bien sûr. Donc, on s'est dit que c'était un projet qui avait beaucoup de sens, que nous poussions avec nos directions culinaires plus de légumineuses dans les menus pour un meilleur ratio sur la diversification des protéines, que ça nous permettait également de travailler sur nos aspects d'agriculture durable. Et en troisième position, c'était tout ce sujet de la relocalisation de certaines filières importantes pour nous. Donc en fait, on a d'abord mené un premier projet qui était dans le 78. Et c'est un projet qu'on a co-construit avec un de nos clients, qui est donc, ce sont les collèges des Yvelines. On a la restauration, on a en charge la restauration de 115 collèges dans les Yvelines. Et c'est un contrat qui est vraiment très orienté sur les ingrédients durables et sur des produits locaux, donc dans la grande région Île-de-France, mais plus spécifiquement sur les Yvelines. Donc, notre volonté était vraiment de relocaliser certaines productions dans les Yvelines, puisque nous avions des filières qui pouvaient être considérées comme locales, mais là, on était encore plus à cette maille du département. Donc, en fait, nous avons travaillé avec des producteurs. Nous sommes arrivés à fédérer une vingtaine de producteurs qui ont commencé à produire des lentilles pour nous et avec lesquels nous avons travaillé pour passer de lentilles conventionnelles
à du bio. Donc, nous les avons soutenus pendant cette période de conversion bio et également en haute valeur environnementale. Ce qui était intéressant pour cette filière, c'est qu'en fait, l'engagement de volume et un engagement à long terme leur a permis de se lancer dans le projet et de structurer. Donc, quand on regarde finalement les volumes de la restauration collective, c'est des volumes qui sont bien moindres en général que la JMS, mais souvent, on a cette capacité de s'engager sur du long terme qui permettent de structurer les filières. Aujourd'hui, cette filière de lentilles locales Yvelines existe. Elle va être utilisée dans beaucoup de circuits dans le futur. Mais on va dire qu'à un moment important de la consolidation de la filière, c'était important d'avoir un opérateur qui dise « allez-y, on vous soutient sur la conversion du bio, sur le HVE et on vous prend des volumes fermes sur 3 années. » Donc ça, c'est un projet qui a très bien marché, puisqu'en fait, chaque année, nous avons augmenté le tonnage que nous avons pris auprès de cette filière-là. Et comme on souhaite continuer ça représente combien à peu près? Est-ce que vous avez des pourcentages à donner, notamment en termes d'évolution et peut-être d'objectifs aussi? Est-ce que ça doit représenter une partie de vos achats? De combien? Ouais. Alors, par exemple, on a fait un premier contrat avec ces producteurs dans les Yvelines de 9 tonnes la première année, puis 12 tonnes, puis là, on va être plutôt à 20 tonnes cette année. Donc, vous voyez la gradation, on va dire, très progressive aussi pour accompagner la filière. En parallèle de ça, on a aussi pris la décision que toutes nos lentilles sèches que l'on achète chez Sodexo, eh bien, on allait déjà passer en origine France. Donc, en octobre 2021, nous avons basculé l'ensemble de nos lentilles. C'est 300 tonnes par an. Donc, nous les avons basculées en origine France et non plus Canada. Et en parallèle, on veut reconstruire des filières comme celles que l'on a construites dans les Yvelines, dans plusieurs territoires. D'accord. Donc, c'est là où on s'est associé avec des chambres d'agriculture. Donc, on travaille par exemple avec la chambre d'agriculture de Bretagne et de Pays de la Loire. Donc, c'est un projet qui s'appelle LEGO, les légumineuses pour le Grand Ouest. Et nous faisons partie du collège débouché restauration. Voilà. Et on a à la fois des producteurs, donc toute la partie amont agricole, des transformateurs et d'autres opérateurs de la chaîne pour le stockage, etc. Parce que c'est important là aussi de regarder la cohérence globale du projet. Et par exemple, une des premières actions de ce collectif, ça a été de lancer des études pour savoir en fait quels sont les débouchés additionnels que l'on pourrait avoir pour des légumineuses, au-delà des utilisations habituelles. Juste, excusez-moi, je vous coupe un petit peu. C'est intéressant ce que vous nous expliquez, notamment sur les lentilles que vous avez passées donc en 100% France. Est-ce que c'est une demande de vos clients justement? Et en fonction vous avez expliqué au début que vous aviez plusieurs typologies de clients. Est-ce que c'est une demande plus forte de certains clients? Si oui, lesquels? Et j'imagine que passer peut-être les lentilles en 100% France, ça a un coût, non, par rapport à votre offre? Ah, je pense qu'on a peut-être perdu Lynn Van Daoud. Je ne sais pas si vous la voyez. Moi, je ne la vois plus. Bon. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Je pense qu'elle va pouvoir nous rejoindre. Je reviendrai vers elle. Barbara Mauvillin, je crois que vous nous quittez dans moins de 10 minutes. Oui, j'en m'en excuse par avance, mais on a une audition derrière qui s'enchaîne. Je vous en prie. Du coup, je vais vous poser encore quelques questions avant que vous partiez. Dans l'approche One Health, il y a plusieurs thématiques qu'on a un petit peu évoquées. C'était le gaspillage, aussi la gestion des déchets. Sur le gaspillage alimentaire, je crois que vous travaillez beaucoup dessus. C'est quelque chose qui prend de l'importance, la maîtrise du gaspillage alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, comment vous travaillez et voilà, d'où vous êtes parti et jusqu'où vous souhaitez aller? Oui, alors nous, on a la chance de travailler dans un pays où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gaspillage alimentaire est vraiment traité comme un problème public et où on a un suivi, une évolution constante de la législation dans ce domaine. Donc nous, on interagit vraiment avec d'autres acteurs, bien sûr, avec les pouvoirs publics pour co-construire ces politiques publiques. Je peux vous rappeler brièvement quelles ont été en fait les grandes étapes. Le départ,
ça a quand même été beaucoup l'impulsion par la loi qui a été portée par Guillaume Garot, qu'on appelle maintenant la loi Garot, et qui a été vraiment la loi qui a institué dans notre pays l'interdiction de destruction des aliments consommables avec une obligation de proposer à une association d'aide alimentaire, donc à l'époque de la loi Garot, une obligation pour la distribution de plus de 400 mètres carrés, ce qui était complètement nouveau en fait à l'époque. Et nous, c'est à partir de ça qu'on a pu consolider notre action. Nous, on a été créé en 84, les banques alimentaires. Donc 2 ans après, on a eu la loi Garot. Donc on a pu s'appuyer sur cette première brique. La deuxième brique, c'est la loi Egalim, les fameux États généraux de l'alimentation, la loi donc de 2018, qui a amené aussi une strate supplémentaire, puisque là, avec la loi Egalim, c'est l'industrie agroalimentaire, chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros, et la restauration collective, plus de 3000 repas par jour, qui là doit s'engager avec des conventions avec les associations d'aide alimentaire. Donc vous voyez, nous, à chacun de ces stades, ça nous ouvre des portes, ça permet de tisser les liens avec ces acteurs et de travailler ensemble contre le gaspillage et pour la précarité alimentaire. Parce que ça, j'insiste, nous, notre spécificité, c'est que la lutte contre le gaspillage, on la lie à une mission solidaire. Voilà, on n'est pas une start-up de lutte contre le gaspillage. C'est très bien que ça existe par ailleurs, mais c'est une démarche qui est autre. Et puis, en 2020, on a eu la loi AGEC de lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Et là, c'est le secteur du commerce du gros qui est désormais dans cette obligation de conventionnement, de s'engager dans une démarche solidaire. Et puis, on travaille en ce moment à un label national. Tous les acteurs de la filière sont réunis. C'est porté par l'AFNOR, le label anti-gaspillage alimentaire qui est en train d'être construit pour justement un peu contrôler toutes ces obligations, être sûr que ce soit bien fait sur le terrain. Et au niveau des réseaux d'aide alimentaire, avec nos collègues des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge et du Secours Populaire, on travaille beaucoup pour que dans ce label, le volet solidarité soit bien pris en compte. Donc ça, on travaille bien sûr avec les ministères et l'AFNOR pour lutter contre le gaspillage en faveur des personnes en précarité. D'accord. Écoutez, merci. Peut-être juste une dernière question sur le carbone. Oui. Vous travaillez aussi pas mal là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant de nous quitter ? Oui, tout à fait. Alors, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est vrai que lutter contre le gaspillage alimentaire, au-delà du gâchis qui est absolument évident, on sait qu'un Français, c'est 7 kilos emballés dans une poubelle par an. Quand on voit ça, ça laisse assez stupéfait. Mais c'est aussi la lutte contre les émissions carbone. Alors, au niveau mondial, ça a été quantifié par les Nations Unies dans le cadre des objectifs du développement durable. Et on considère que le gaspillage alimentaire, en termes de CO2, ça serait le 3e pays le plus pollueur de la planète après les États-Unis et la Chine. Voilà, ça pourrait constituer un 3e pays. Donc, nous, par notre action et tous les réseaux qui luttent contre le gaspillage alimentaire, on agit pour minimiser l'impact CO2 de notre système agricole alimentaire. Donc, c'est extrêmement important. Nous, voilà, maintenant, on explique de plus en plus notre action dans le cadre des ODD et des objectifs du développement durable fixés par l'ONU. Un des objectifs, c'est justement la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est un objectif mondial. Donc, on voit qu'on a des objectifs nationaux. Il y a des objectifs européens qui sont en train d'être construits avec Farm to Fork. Et puis, on a le niveau mondial avec les objectifs du développement durable. Voilà. Mais la France reste vraiment très en avance et tant mieux. Mais on a encore beaucoup de travail à faire quand on voit les chiffres que je vous ai cités. On a encore beaucoup de travail, même si il faut aussi voir le bon côté des choses. Il y a énormément de progrès et nous, on travaille extrêmement bien avec tous les acteurs de la filière sur ces sujets-là. Très bien, écoutez, merci beaucoup Barbara Mauvillain pour votre intervention. Ariane Boyadzakis. Merci à vous. Je vous dis au revoir alors. Merci.
Ariane Voyadzakis, on a vu là à l'instant avec Barbara, le contexte législatif et réglementaire pousse énormément les choses à évoluer ces dernières années. J'imagine que chez vous aussi, au niveau de BPI France, les choses ont beaucoup changé. Est-ce que vous nous avez parlé de France 2030, du plan de relance? En quoi justement tout ce contexte législatif fait évoluer votre travail vers davantage d'innovation agricole, agroalimentaire responsable? Comment ça se passe? Oui, merci. D'abord, il y a beaucoup de mesures incitatives de l'État en faveur du biocontrôle. Le biocontrôle, c'est les solutions de traitement biologique des plantes en alternative aux produits phytosanitaires chimiques, dits les pesticides en langage commun. Donc, nous, on voit beaucoup de projets, notamment issus de la recherche publique, des startups qui se créent issues de la recherche publique sont de plus en plus nombreuses à investir ce sujet du biocontrôle. On a aussi des grands groupes comme Belkim, CEA, Limagrin, qui s'associent justement à des instituts de recherche comme le CEA, des PME, Biobitis. C'est un projet MOPAD porté par Limagrin, le CEA et le Biobitis qui vise à apporter des solutions de bioprotection des céréales. Belkim, donc un grand groupe, a été à l'origine d'un projet collaboratif aussi qui vise différentes cultures avec des produits de biocontrôle. Et de même, pour l'alimentation animale, c'est aussi des solutions biologiques qui sont apportées pour rendre les animaux plus résistants aux maladies et en meilleure santé. Et là, on peut citer par exemple la société Olmix qui valorise les macroalgues. Qu'est-ce que c'est les macroalgues? Vous voyez bien les échouages sur les côtes bretonnes de ces laitues de mer. Donc ça, c'est des macroalgues. Et donc, Olmix valorise les macroalgues en ingrédients santé parce que la société a montré que ces ingrédients pouvaient accroître les défenses immunitaires des animaux d'élevage, les rendre plus performants. Par l'innovation, on peut donc faire baisser l'apport d'antibiotiques et donc avoir une alimentation plus saine à la fois pour nos élevages et bien sûr pour nous en bout de chaîne. On peut aussi citer la société Valorex que nous avons soutenue depuis sa création. Valorex est une PME bretonne qui a développé un procédé innovant pour transformer le lin, le lin qui est peu digeste pour les animaux d'élevage. Avec ce procédé propriétaire, elle arrive à le transformer en une alimentation plus digeste et qui montre des effets aussi sur des effets de santé, des effets d'amélioration du bien-être de la santé des animaux d'élevage. Et in fine, on démontre jusqu'à l'homme que ça apporte plus d'oméga 3. Donc, là, vous parlez notamment de la filière bleu blanc cœur. Exactement. Qui utilise cette filière de lin. Qui est bien connue. Voilà, pour apporter des aliments riches en oméga 3. Donc là, on est en plein dans l'approche One Health. Tout à fait. Et en plus, ces filières locales, parce que Valorex a été aussi à l'origine d'un projet collaboratif avec des coopératives, avec INRAE, pour valoriser plusieurs filières d'oléoprotéagineux français, la févrole, le lupin, le pois et le lin. Et ces filières permettent de réduire les importations de soja. Et on sait que le soja dans des cultures intensives contribue à la déforestation, notamment de la forêt amazonienne. Donc, le fait d'en importer moins favorise d'abord le développement durable et en plus notre souveraineté alimentaire, puisqu'on est moins dépendant de l'alimentation du bétail pour nourrir donc nos animaux d'élevage. Donc, l'ensemble de ces exemples montrent donc comment l'innovation peut transformer l'agriculture et notre alimentation. Et peut-être aussi pour rebondir avec ce qui a été dit tout à l'heure par la présidente des banques alimentaires, nous avons soutenu des sociétés comme Phoenix ou Commerceau qui, via le numérique, permettent de valoriser ces invendus. Barbara a justement dit que le gaspillage alimentaire était une préoccupation
fondamentale dans le cadre d'une alimentation durable, puisque nous gaspillons 30% des aliments qui sont produits. C'est énorme. Donc, ces startups permettent, via le numérique, de faire en sorte que ces invendus qui ne peuvent pas être jetés grâce aux lois qui ont été prises, et la France a été précurseur dans le domaine, permettre de les acheminer dans un temps rapide, avant qu'elles soient périmées, à ces associations caritatives. Donc, c'est un exemple de l'apport d'une plateforme numérique pour favoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, et peut-être pour finir sur l'agriculture durable, sur l'agriculture urbaine, sujet que vous avez soulevé tout à l'heure, l'agriculture urbaine a bien sûr tout son sens dans des territoires qui ont peu de superficie. Par exemple, à Singapour, ou sur peu de mètres carrés où il faut nourrir une population dense, l'agriculture urbaine a tout son intérêt. Vous avez des demandes de jeunes entrepreneurs pour des projets d'agriculture urbaine? Voilà, oui. Voilà. Et je voulais vous citer justement Agricool, par exemple, que nous avons soutenu, qui donc permet de produire des fraises, des plantes aromatiques dans des conteneurs, en recyclant les fluides avec des économies d'énergie. Donc, ça aurait son intérêt à Singapour, ça aurait aussi son intérêt dans des zones arides où il y a un manque d'eau et on ne peut pas produire autrement ce type de culture. Donc, c'est tout l'intérêt de ces solutions. Mais au-delà de ça, il y a de nombreuses startups aussi qui proposent des solutions d'agriculture urbaine, et leur intérêt, au-delà de l'innovation, est aussi leur valeur éducative, leur valeur sociale, puisque comme Jean-Michel Roy l'a justement dit, avec la spécialisation des territoires, l'agriculture s'est éloignée de ses consommateurs. Toutes ces initiatives d'agriculture dans les villes contribuent à rapprocher les citoyens des agriculteurs, avec des ateliers de formation, de sensibilisation pour les écoliers. Donc, toute cette valeur éducative est aussi très importante. Justement, j'avais une question à vous poser là-dessus, sur ce rapprochement, ce besoin de lien entre le monde urbain et le monde agricole. Est-ce que vous, au niveau de BPI France, c'est un paramètre sur lequel vous travaillez dans la sélection des projets, justement pour retisser du lien? Alors nous, dans nos appels à projets, nous avons des critères d'éco-conditionnalité. Donc les projets, d'abord, ne doivent pas être mauvais pour l'environnement, mais en plus, ils doivent apporter des externalités positives pour l'environnement, pour la biodiversité, et avoir éventuellement aussi un impact sociétal. Donc, une meilleure alimentation, une meilleure nutrition, favoriser la diversité. Tous ces éléments sociétaux sont aussi pris en compte dans l'évaluation de nos projets. D'accord, très bien, ok. Alors, je vois que Inben Daoud nous a rejoint, parce que vous avez eu un petit souci technique. Alors, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Oui. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, c'est bon. Voilà, désolée, j'ai effectivement eu un souci de connexion, mais je suis de retour. Tant mieux, merci. Alors, je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Donc, vous nous parliez des achats responsables. Vous nous aviez cité le cas de la lentille, des lentilles que vous avez passées en 100% France. Est-ce que c'est une demande de certains de vos clients plus que d'autres? Et puis, la question que je vous ai posée avant que vous nous quittiez, c'était, j'imagine que ça a un coût de passer la lentille du Canada à la lentille française dans votre proposition d'offre. C'est un petit peu différent, non? De combien est-ce que vous savez? Alors en fait, effectivement, il y a un certain nombre des actions que l'on prend qui ont un surcoût. Et dans certains cas, on prend des positions pour l'ensemble de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, nos clients, qu'ils aient demandé ou pas, ils auront des lentilles haute valeur environnementale origine France. Dans certaines filières, étant donné le surcoût, c'est vraiment une mise en projet avec les clients. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle des protéines en bio, il est important que le cahier des charges et que le client accepte de revaloriser
pour donner la juste rémunération à cette filière, parce que produire en bio, produire dans certains labels de qualité, ça a un coût supplémentaire. Et nous, chez Sodexo, on a une politique très claire sur ça, de transparence vis-à-vis de nos clients. On ne peut pas laisser entendre que des filières d'excellence ou des filières de qualité avec des niveaux très exigeants dans les cahiers des charges et les spécifications de cette culture auront le même coût. Donc, c'est très important de se mettre en projet avec nos clients. Il y a des situations où on se met en projet. Par exemple, quand on est dans les fruits et légumes, en saison, il n'y a pas un très grand surcoût par rapport à d'autres origines pour du maraîchage en saison, je dis bien, dans certaines régions. Il y a des cas où des produits sous label vont avoir un surcoût extrêmement élevé. Donc, en fait, là aussi, nos clients, on a une typologie d'attente qui est très, très différente entre les secteurs qui sont concernés par la loi Egalim, comme la restauration scolaire, et d'autres secteurs qui, aujourd'hui, sont moins avancés que la restauration scolaire. Eh bien, on a des attentes et des demandes de nos clients très, différents. Ceci étant dit, on voit quand même qu'il y a une revalorisation de l'alimentaire et de l'attention portée aux labels, aux ingrédients, aux compositions chez tous nos clients. Donc, vos clients sont prêts à payer plus cher. L'accélération dans la restauration scolaire et notamment avec la loi Egalim. D'accord. Donc, aujourd'hui, vos clients, de plus en plus, sont prêts à payer plus cher pour une alimentation de qualité, circuit court, donc filière label, ce genre de choses, c'est ça? Je pense que c'est aller un peu vite en besogne de dire qu'ils sont prêts. C'est vraiment des discussions qui sont très importantes et Oui, très donc c'est pas structurantes. encore tout à fait Voilà. passé. Et il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer comment les choses, quelles sont les différences par rapport à certaines filières conventionnelles, pourquoi il faut rémunérer des actions sur des filières agricoles qui sont plus vertueuses. Et on a vraiment des discussions des fois très techniques et très pointues avec nos clients qui, dans certains cas, aimeraient bien les meilleurs produits, les meilleurs labels, les meilleures filières agricoles, mais à un coût, on va dire, standard. Ok. Donc, c'est un échange important avec nos clients. Alors, je vois que le temps passe pas mal. Je vais donner la parole aux questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes, quelques personnes qui posent des questions donc sur la partie chat et sur la partie questions, hein. Je vais en citer quelques-unes. Donc, je pense que c'est une question pour vous, justement, In Bendaoud, de Thomas Grand-Mougin. Dans quelle mesure prenez-vous en compte le bien-être animal dans les achats et pour favoriser les filières d'élevage locales et respectueuses du bien-être animal? Alors, donc, par rapport au bien-être animal, pour le groupe Sodexo, on a une charte de bien-être animal qui a été construite avec des partenaires extérieurs qui sont spécialisés sur ces sujets-là. Et on demande à tous nos fournisseurs de respecter ces différentes exigences du bien-être animal. Et on a également mis en place un audit spécifique que font nos ingénieurs qualité sur qu'on appelle un diagnostic bien-être animal. C'est-à-dire qu'on peut faire des audits sur beaucoup de thématiques différentes de nos fournisseurs, mais pour nos fournisseurs de protéines, eh bien, on a mis en place ce diagnostic en supplément. En parallèle de ça, on a pris des engagements sur certaines filières en particulier. Par exemple, on a pris l'engagement que nous allions sortir des élevages cages pour tous nos œufs d'ici 2025. Et par exemple, en octobre, au début de ce mois, on a pris la décision de transférer tous nos œufs de la restauration scolaire, de la restauration d'entreprise et de nos filiales sport et loisirs sur une qualité plein air. On a fait le choix de ne pas aller sur la qualité sol, qui est déjà, on va dire, une alternative à la cage, mais on a souhaité directement aller sur la qualité plein air parce qu'on estimait que ça avait plus de sens que de juste basculer de la cage. Et ça, pardon, excusez-moi, je vous interromps. Donc ça, c'est aussi une demande de vos clients, j'imagine, hein, toujours dans une logique d'alimentation de qualité, de produits plus sains. Mais là, ça aussi, c'est un coût. Est-ce que justement, ces clients-là sont prêts à payer plus cher pour des œufs plus de qualité? C'est tout l'objet de la discussion avec nos clients. Et c'est là où nous, Sodexo, on est à la fois en discussion avec nos clients pour qu'ils acceptent de revaloriser
pour aller dans le sens d'une alimentation plus durable. Et dans le cadre des œufs, eh bien, en fait, Sodexo a pris la décision de faire ce mouvement. C'est-à-dire qu'on aura certainement des clients qui vont dire bah, moi, en fait, je ne vous ai rien demandé. Moi, la qualité standard me convient. À un moment, on a des convictions, on prend des engagements. Donc, ça veut dire que vous prenez sur vos marges, alors, quelque part, un peu. Alors, du coup, effectivement, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on va décider de financer cette décision. Mais ce qui est important, c'est que dans le panier total alimentaire, on puisse au fur et à mesure passer ce message de dire « Messieurs le client, vous avez beaucoup d'attentes, vos consommateurs ont beaucoup d'attentes sur une valorisation des ingrédients et des denrées alimentaires. Il faut accepter de revaloriser le coût de ces denrées. » Mais c'est intéressant, en tout cas on voit que la question du coût est centrale et que ça a encore du mal à passer, hein, pour que manger bien, en fait, ça nécessite un coût plus élevé. Oui, ça montre un petit peu, et peut-être nous dans la restauration collective, on a ce paradoxe de la loi Egalim, qui est une très bonne loi qui permet d'aller sur 50% d'ingrédients durables avec des signes officiels de qualité. Donc nous, on est tout à fait moteur et content de pouvoir travailler dans ce sens-là, mais c'est une loi où il n'y a pas forcément eu de financement. C'est-à-dire que certains restaurants de l'État, des collectivités, qui doivent mettre en œuvre la loi Egalim à 50% de produits sous signe officiel de qualité, n'ont pas forcément le budget associé. Donc, ça donne lieu à beaucoup d'arbitrages, de discussions pour arriver à aller au fur et à mesure dans le respect de cette loi. Ok. On a une question de Claude Cellier. Je pense que c'est pour Ariane Ouyadzakis de BPI France. Les biotechnologies, l'imagrin, les outils électroniques de la décision à distance vont-ils recréer du lien entre monde agricole et monde urbain? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben effectivement, j'ai cité plusieurs exemples, notamment dans le biocontrôle, qui permettaient d'apporter des solutions de bioprotection, des solutions naturelles, biologiques de protection des plantes. On voit dans certains cas des conflits de voisinage entre les agriculteurs et les habitations, les écoles à proximité quand il s'agit d'épandage de produits phytosanitaires. Le fait d'en utiliser moins ou voire de les remplacer par des produits biologiques permettra, je pense, dans ce cas, d'améliorer les relations de voisinage entre agriculteurs et riverains. D'accord. Une autre question, donc, pour vous, je crois, de Catherine Derny, je ne sais pas comment on prononce. Comment accélérer l'accompagnement des petites unités de transformation près des producteurs? Ben, je vais vous donner un exemple d'initiative. C'est la start-up que nous avons soutenue. C'était né d'une seule ferme qui propose aux agriculteurs de transformer à la ferme leur production, par exemple leur production laitière en produits laitiers, yaourts, fromage, qui leur apporte des solutions clés en main de petites unités de transformation leur permettant de valoriser leur production grâce à des circuits qui sont établis par la start-up vis-à-vis de la grande distribution à des prix rémunérateurs. Donc, moi, je pense que c'est une excellente initiative qui montre comment l'innovation, le monde des startups peut permettre une meilleure valorisation en local des productions agricoles. D'accord. Une question pour Hine Bendaoud. Je rebondis sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Là, je fais le lien avec la question précédente. Sur ces petites entreprises éloignées des grands groupes, vous avez une politique d'achat justement spéciale, toujours dans une logique d'achat responsable. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous faites pour favoriser certaines PME voilà. Alors déjà, en fait, ce qui nous facilite beaucoup la vie et qu'on s'appuie beaucoup sur notre équipe d'acheteurs en région. Parce qu'en fait, on a une équipe d'acheteurs qui est à deux niveaux. On a des experts des catégories d'achat qui sont au niveau national, donc qui sont par exemple responsables de la catégorie produits laitiers ou autres. Ils sont vraiment très spécialisés par catégorie. Et après, on a une équipe d'une vingtaine de personnes en région, dont 10 acheteurs régionaux qui sont vraiment au cœur des territoires et qui, eux, vont être connectés avec les écosystèmes, les chambres d'agriculture, les institutions, et qui vont connaître tout leur tissu local. Et donc, le fait d'avoir une relation de proximité avec les PME régionalement, de les connaître, de les visiter, de leur expliquer, de prendre le temps de leur expliquer les contraintes de la restauration collective, etc., nous permet de les faire rentrer
dans notre panel de fournisseurs. Malgré tout, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, quand on lance des consultations, des appels d'offres avec des fois des gros volumes, on a besoin de faire des ajustements de certains processus, de certaines exigences pour que des PME puissent répondre. Donc, en fait, comme on a souhaité encore plus accélérer nos partenariats avec des PME, on a créé le programme Impact Plus. Et dans ce cadre-là, c'est un programme de coaching avec 2 mentors côté Sodexo, quelqu'un aux achats, qui donc connaît parfaitement tous les rouages de nos processus achats, et quelqu'un qui vient des opérations, du business. Et ces 2 personnes, donc ce duo, va accompagner une PME ou une structure inclusive de l'économie sociale et solidaire, ou un ESAT, etc. Et va les accompagner sur le fait d'être en accord, en alignement avec les attentes de la restauration. Ah. Eh ben, on l'a perdu à nouveau. Décidément, c'est pas de chance. On a une question, je vois, de Claude Cellier. Alors, je vais peut-être me tourner vers Jean-Michel Roy. Donc, Claude Cellier nous demande, les 20 tonnes de lentilles ne sont-ils pas l'arbre qui cache la forêt? Ne faudrait-il pas plutôt chercher les causes de l'externalisation des productions de lentilles au Canada? Moins de 10 ans de social et environnemental. Est-ce qu'en fait, les exemples, là, si je comprends bien le sens de la question, est-ce qu'en fait, les exemples qu'on a cités, est-ce que c'est voilà, c'est une question que je vous ai posée un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'en fait, c'est de l'anecdotique, ces exemples de relocalisation pour retisser du lien, ou est-ce que vraiment c'est une tendance un petit peu de fond? Vous nous avez donné quelques éléments de réponse tout à l'heure, mais peut-être on peut vous réentendre là-dessus. Alors, le mouvement qui s'est lancé de spécialisation et de mise en compétition des régions, il ne s'est pas arrêté à la France. C'est-à-dire qu'une fois que, pour reprendre l'exemple de Paris, l'Île-de-France était le jardin de Paris, puis la France est devenue le jardin de Paris, puis le monde est devenu le jardin de Paris ou le jardin de la France. Lorsque on a décidé de supprimer le marché des Halles à Paris et qu'on a créé Rungis, on a créé un MIN, un marché d'intérêt national, qu'on a envisagé dès le début comme un marché d'intérêt international. Lorsqu'on a voulu déplacer les halles, en tout cas supprimer les halles à Rungis, c'était principalement parce qu'il y avait trop de petits producteurs. Trop de petits producteurs qui encombraient et qui ne produisaient pas forcément ce qu'on en attendait. Et puis en même temps, c'est difficile, les petits producteurs. Ça peut faire grève. À la fin du 19e siècle, il y a eu un blocus de Paris des petits producteurs parce qu'on voulait leur interdire de venir à Rungis, aux halles. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à Rungis, on a tout fait pour éliminer les producteurs régionaux. Mais il y a des textes, hein. Il y a un type qui a fait sa thèse, un thésard, je ne me souviens plus de son nom, il a retrouvé tous les textes des années 1960-70 pour éliminer la production régionale et pour faire l'apologie ou l'éloge du commerce international. Il n'a pas attendu 2021, ces textes datent des années 1960. Donc aujourd'hui, un mouvement de relocalisation de la production, je vous disais tout à l'heure, on en sentait les prémices dans les années 2010, et c'est un mouvement de fond. C'est vraiment un mouvement de fond. Quand vous allez sur un marché ou quand vous rencontrez des producteurs, les producteurs, un maraîcher en région parisienne va vous dire que quand il vend sur le marché et que les clients qu'il a sont des gens qui voient les légumes pousser. Quelquefois, d'ailleurs, il y en a qui lui disent « Quand j'étais gamin, je venais vous les faucher ». C'est assez rigolo. Le voleur de salade finit par venir les acheter. Mais voilà, ils ont tous, des producteurs ont envie, disons, les consommateurs ont envie de savoir d'où viennent les produits. Et s'ils ont vu où ils poussaient, si en plus c'est dans un endroit, je pense que tout le monde connaît les fameux murs à pêche ou les murs à fruits de Montreuil, quand vous avez une tradition derrière, quand vous avez des variétés historiques, créées au 19e ou au 18e siècle, au 20e siècle, peu importe, quand la production, vous l'adossez à tout à l'heure, on parlait de la production des lentilles dans les Yvelines. On produit des lentilles dans les Yvelines depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, il y a eu une éclipse. Je suis content qu'aujourd'hui, ça revienne. Donc, quand vous adossez, l'aspect culturel n'est pas à négliger, au contraire. C'est grâce à la culture qu'on va pouvoir relocaliser. C'est grâce à la culture, à un accompagnement, à l'histoire, au patrimoine. Parce que quand vous produisez, quelle que soit la production, et que vous arrivez à la remettre dans un temps long, dans une proximité, dans une qualité, dans des sols et des traditions, là, vous arrivez à fidéliser le client et il peut, à ce moment-là, se dire qu'il va payer un peu plus cher. Si vous vendez un produit bas de gamme, lambda, qui ni gustativement, disons, qui n'a aucune valeur ajoutée, culturelle, historique et autres, c'est difficile de lutter contre la concurrence étrangère.
D'où la nécessité de se différencier par la qualité pour recréer des filières, relocaliser certaines productions. Hein. Ça, tout à fait, tout à fait. Pour que ça marche et que derrière, ça puisse être vendu et que le consommateur, en fait, puisse demander. En 1920, alors je ne me souviens plus du nom de la personne, disait que les pêches de Montreuil et de Chasselas-Thomery étaient des œuvres d'art qu'une civilisation se devait de conserver. Des œuvres d'art. Moi, j'irais plus loin. La carotte d'Aubervilliers, alors tout à l'heure, il y avait une question sur les figues, la figue d'Argenteuil, mais on produisait des figues, des melons en région parisienne. Les tomates de Marcoussis inondaient le marché anglais avant les tomates du midi de la France. Parce que les gens de Marcoussis qui produisaient de la vigne et du raisin qui faisait du vin avant, ils plantaient leurs pieds de tomates comme on plante des pieds de vigne, c'est-à-dire sur des coteaux bien exposés. Donc, ils avaient des tomates dès le mois de juillet, à la fin du 19e siècle. Alors que les tomates du Midi, elles, étaient cueillies vertes ou pas très mûres pour supporter le voyage en train. Donc, s'il y a de la qualité, s'il y a une histoire à raconter, alors vous allez me dire, vous êtes historien, vous prêchez pour votre chapelle, mais on arrive à passionner les gens autour de ces questions. Et donc à intéresser et à faire que ces productions aient une chance de se développer, c'est ça. Juste parce que j'ai vu une question, 2 secondes, j'ai vu une question sur les stratégies de transformation. Oui. Autour de Massy, Palaiseau et du sud de l'Île-de-France, il y a une zone, j'en parlais, les tomates de Marcoussis, qui s'est énormément développée au 19e siècle dans la production de fruits et légumes. Nicolas Appert a créé la première usine d'apérisation, c'est-à-dire première usine de transformation et mise en conserve dans cette ville, à Massy, et toute une économie agricole est née autour. En 1848, il y a un marché qui est créé pour les conserves pour l'armée et pour la marine notamment, des millions de conserves de fruits et légumes pour la marine, et cette usine s'installe à Meaux, et à Meaux, il y avait quelques maraîchers, et 200 hectares de maraîchage se développent autour. La logique des filières, de l'installation d'usines de transformation, j'ai fait une petite étude sur les liens qui peuvent exister entre les conserveries qui ont existé en France et les débouchés, et pourquoi l'Île-de-France est restée une région qui a longtemps produit des fruits et légumes. Il y a des logiques, il y a des cohérences, et si Sodexo relance, finance en tous les cas la mise en place d'une filière de lentilles, peut-être que cette filière lentilles va dépasser, n'aura pas que pour clients Sodexo, et aura plein d'autres clients. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait ces filières qui sont relocalisées marchent bien sûr que s'il y a des clients derrière, donc c'est des clients acheteurs de produits agricoles mais aussi des transformateurs. Alors Ariane, justement, il y a une question pour vous. Quelles sont les principales créations, solutions qui ont émergé de ces initiatives producteurs citoyens? Alors c'est une question un peu large, mais est-ce que vous avez peut-être des exemples à nous donner, voilà, de ces initiatives pour retisser du lien entre que vous avez accompagné? Je vais reprendre l'excellent exemple de Hind Ben Daoud sur les légumineuses. Nous avons soutenu aussi donc l'émergence et la valorisation de ces filières dans l'alimentation humaine à travers de nombreux projets de start-up, comme par exemple Harry & Co que vous connaissez sans doute. On les trouve en grande distribution bio. Ce sont des boulettes, des steaks de légumineuses de nos terroirs bio. Donc qui valorisent des productions locales. Et ces startups, quand elles se sont créées il y a quelques années, en fait, ne trouvaient pas d'approvisionnement, enfin, trouvaient difficilement de l'approvisionnement local, comme ça a été dit, en légumineuses. Et le fait qu'elles apportent des solutions innovantes, faciles à déguster, parce que une des raisons pour lesquelles on mange peu de légumineuses, c'est que il faut quand même les faire cuire, ça prend du temps, il faut les laisser tremper la veille. Enfin bref, comme dans nos rythmes actuels, c'est peut-être pas toujours facile de manger des légumineuses. Donc, le fait d'avoir des préparations toutes simples et facilement digestes, en plus, par les procédés de transformation, parce que les légumineuses aussi peuvent créer certains phénomènes de flatulence. Donc, ça contribue à créer une nouvelle offre, une nouvelle appétence des consommateurs pour ces produits. Et au final, ça stimule les filières de production locale, et maintenant les startups nous disent qu'elles ont quand même moins de difficultés qu'avant à s'approvisionner en filière locale, que les coopératives se sont mobilisées pour assurer cette offre.
D'accord. Une autre question que je souhaitais vous poser. Alors, il y a plein de questions qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, hein. Peut-être ça pourra faire l'objet d'un prochain AgriTalk. Il y avait la question peut-être aussi dans le rapprochement du monde agricole et du monde urbain, il y a un enjeu autour de l'éducation. Alors, ça va être l'éducation des consommateurs, l'éducation des producteurs. Est-ce que chez BPI France, vous travaillez sur ces notions, justement, peut-être éduquer, voilà, soit les consommateurs, ou éduquer aussi les startups, les entrepreneurs pour mieux rapprocher et créer du lien entre monde agricole et monde urbain autour d'une offre en particulier, je sais pas. Alors, nous avons des services effectivement de diffusion de l'information, de formation qui sont d'ailleurs gratuits, accessibles à tous. Ça s'appelle BPI France Université et n'importe qui peut se connecter à ce site et vous aurez accès à un grand nombre de webinaires, de formations. D'abord pour les entrepreneurs, comment construire un business plan, comment gérer son entreprise, mais plus largement, notamment sur le développement durable, parce que pour nous, c'est devenu une forte priorité. Banque du climat, BPI France, de contribuer à la formation, à la sensibilisation des entrepreneurs et plus largement sur les problématiques de développement durable. D'accord. Si demain j'ai un projet, je suis entrepreneur et j'ai un projet pour localiser ou développer un circuit court dans une région, que je souhaite avoir un soutien financier, comment je dois faire, Ariane Obiatzakis, à qui je m'adresse chez vous? Comment je fais? Sur notre site internet, vous trouverez toutes les coordonnées de nos directions régionales et des différents métiers de BPI France avec des interlocuteurs qui sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets. Merci. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les trois, à tous les quatre, puisque Barbara nous a quittés, pour la richesse de vos interventions, de vos réponses. Je remercie tous les participants à ce débat et donc je vous donne rendez-vous pour un prochain AgriTalk qui aura lieu le 30 novembre autour de la question des territoires. Quelles solutions pour optimiser les politiques publiques en faveur des agriculteurs et les accompagner dans cette mutation. Donc, je pense qu'on reparlera, j'imagine, de BPI France. Merci beaucoup, très bonne journée et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.